Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Collection dirigée par Loïc Chalmel, Michel Fabre, Jean Housset et Michel Soetard. La collection Pédagogie, crise, mémoire, repère répond à un triple objectif. 1. Elle se propose de soumettre à la réflexion théorique les problématiques et les situations de crise qui agitent le monde pédagogique. 2. Elle vise à vivifier les mémoires historiques capables d'éclairer le pédagogue pour l'action présente. 3. Elle entreprend de décrypter les repères philosophiques, éthiques, politiques qui portent le pédagogue en avant des réalités. Dernière parution. Loïc Chalmel, Voix et voix pédagogiques en Europe. Héritage, continuité, émancipation 2018. Loïc Chalmel, Louis Legrand 1921-2016. Pédagogie et politique, 2018. Charles-Édouard Aran, Jeunes filles et jeunes gens catholiques. De la garçonne au mariage pour tous, 2018. Céline Chauvigné, L'éducation citoyenne au lycée. Pratique d'acteur, 1881-2010, 2017. Bernadette Fleury et Michel Fabre, Peut-on enseigner autrement ? Une expérience de formation d'enseignant, 2017. Martine Jannerraimondi, Je tu nous vous, Apprendre à construire la vie ensemble, 2017. Christian Belisson, Évaluation, formation et système de référence implicite. Un référentiel pour quoi faire, 2017. Renaud Etier, L'éducation entre présence et médiation, 2017. Nicole Mosconi, Genre et éducation des filles. Les clartés de tout, 2017. Jean-Marie Labelle, Apprendre les uns des autres. La réciprocité source d'éducation mutuelle, 2017. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Du même auteur. La citoyenneté, Paris, édition Revuet, 2014. Copyright L'Harmattan 2018. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.editions-harmattan.fr EANIPUB 978 2 336 85 054 2. Introduction. Les termes de diversité et d'inclusion ont envahi les discours institutionnels, scientifiques et professionnels sur l'école depuis les années 2000. Pour faire face aux défis de la diversité, la loi de refondation de l'école 2013 prône une école inclusive fondée sur l'égalité des chances et l'appartenance de tous à la communauté éducative. À ce titre, la prise en compte de la diversité des élèves représente un axe majeur du référentiel des compétences professionnelles des enseignants. Cette préoccupation est d'autant plus prégnante dans un contexte d'accroissement de la diversité culturelle dans les sociétés occidentales, qui présentent des risques d'inégalité, de communautarisme et de délitement du lien social, le Prévost 2010. Mais de quelle diversité parle-t-on ? Et quelles sont les relations entre diversité et inclusion ? L'inclusion est un concept évolutif notamment dans ses relations avec la diversité, Ebersold 2009. À l'origine, l'inclusion se caractérise par la volonté de scolariser les élèves en situation de handicap en milieu ordinaire dans un souci d'équité et de reconnaissance de la différence. En sociologie du handicap, elle est fondée sur le principe d'école pour tous, Plaisance, Belmont, Vérillon et Schneider 2007. L'élève n'est plus considéré comme handicapé mais en situation de handicap, et l'école doit s'adapter à ses besoins. En France, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées met ainsi en avant le droit pour tout élève d'être scolarisé en milieu ordinaire selon les principes de compensation et d'accessibilité. Puis, le concept d'inclusion a évolué d'une centration sur le handicap vers un spectre plus large de la diversité qui renvoie à l'ensemble des groupes sociaux stigmatisés. La diversité est appréhendée à partir de la hiérarchie des groupes sociaux, et des injustices qui peuvent en résulter. L'inclusion dans cette nouvelle acceptation intègre par exemple la problématique du genre, des élèves allophones, des différences socioculturelles et des orientations sexuelles. Enfin, plus récemment, l'inclusion a évolué vers la prise en compte de tous les élèves dans leur singularité.
La diversité ne s'exprime plus seulement au niveau des élèves issus de groupes sociaux spécifiques, mais se caractérise également par l'expression des différences individuelles, chaque élève unique ayant des besoins éducatifs particuliers. C'est bien l'esprit de la loi de refondation de l'école de 2013 qui stipule que le service public veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants. Dans cette optique, certains auteurs comme Rousseau, 2010, prônent une pédagogie de l'inclusion scolaire fondée sur la souplesse et l'adaptation aux besoins de tous les élèves qui s'opposent à la pédagogie uniforme traditionnelle et le mythe de la classe homogène. Dans une école inclusive, la diversité n'est pas considérée comme un obstacle mais comme un enrichissement, une opportunité pour favoriser la réussite de tous et le respect des différences. Par conséquent, l'accessibilité pédagogique à l'école nécessite de changer de regard sur l'élève et de modifier les pratiques pédagogiques. Toutefois, l'observation concrète des classes montre que la diversité peut être également source d'inégalités, de rejets et de conflits et que les enseignants sont parfois en difficulté pour la prendre en compte. Comme l'indiquent Janner, Raymondi et Bédouin, 2016, il existe souvent un décalage entre les attentes institutionnelles et les pratiques pédagogiques de terrain. Dès lors, comment prendre en compte la diversité des élèves afin de permettre à tous de réussir, d'interagir positivement et de développer un sentiment d'appartenance commune? Les recherches sur l'inclusion et la diversité sont ancrées de manière dominante dans deux approches scientifiques. La première, sociologique, se focalise sur la hiérarchie des groupes sociaux, la stigmatisation de certains groupes et des inégalités qui en résultent. La seconde, psychologique, met l'accent sur les différences individuelles. Elle se centre notamment sur les troubles cognitifs, développementaux et ou comportementaux, et les moyens d'y remédier. Toutefois, les dimensions relationnelles, entre pairs, entre l'enseignant et les élèves, sont souvent absentes de ces études psychologiques et sociologiques. Pourtant, comme le soulignent Toczek et Martineau, 2004, la classe est un lieu dans lequel les interactions sociales sont nombreuses et susceptibles d'affecter la participation, les apprentissages et la socialisation des élèves. De plus, la définition de l'inclusion proposée par l'UNESCO, dès 1993, insiste sur la dimension relationnelle de l'inclusion à travers la participation à la vie de la communauté. Face aux problèmes d'inégalité, de rejet et de désinvestissement de certains élèves qui peuvent exister dans les classes, une meilleure connaissance des processus relationnels peut constituer une aide précieuse pour tout enseignant soucieux de favoriser une école inclusive fondée sur l'équité, la participation de tous et l'acceptation des différences. Quels sont les effets de la diversité sur les relations sociales? Comment en rendre compte? Dans quelle mesure l'école peut-elle s'adapter à la diversité et solliciter des relations sociales porteuses de la réussite et de la reconnaissance de tous? Pour répondre à ces questions, la psychologie sociale peut constituer un outil pertinent en éclairant l'inclusion sous l'angle des relations sociales. La psychologie sociale peut se définir comme la manière dont les connaissances, affects et comportements des individus sont influencés par autrui dans un contexte social donné. Leyens et Iserby, 1997. Les relations inclusives pourraient alors se caractériser comme des relations sociales, porteuses de la participation et de la reconnaissance de tous les élèves quels que soient leurs besoins. La psychologie sociale apporte ainsi un éclairage singulier sur l'inclusion et la diversité en contexte scolaire, car elle permet d'offrir des indicateurs de l'inclusion et d'identifier des facteurs susceptibles de modifier les dynamiques relationnelles en contexte de diversité. Plus précisément, la dimension relationnelle de l'inclusion à l'école peut être étudiée à partir de 3 niveaux d'analyse de la psychologie sociale, Doise, 1982. Le niveau interindividuel ou groupal, le niveau intergroupe et le niveau positionnel. Tout d'abord, le niveau interindividuel concerne les relations entre pairs et l'acceptation des élèves au sein du groupe classe. Ensuite, le niveau intergroupe caractérise les relations entre élèves issus de groupes sociaux différents. Enfin, le niveau positionnel renvoie aux relations asymétriques entre l'enseignant, ou les adultes, et les élèves. Ainsi, l'objet de cet ouvrage est d'éclairer les dynamiques relationnelles en jeu dans l'inclusion au regard de ces 3 niveaux d'analyse, d'en identifier les effets, les processus et les facteurs susceptibles de les influencer. Ce livre pourrait constituer une ressource utile aux enseignants pour mieux comprendre les difficultés liées à la diversité
et pour envisager les leviers pédagogiques permettant de les dépasser. La réflexion entreprise se déroulera en 3 temps correspondant aux différentes conceptions de l'inclusion. La première partie s'intéresse à l'accueil des élèves en situation de handicap en classe ordinaire. L'inclusion repose ici sur la participation sociale et la reconnaissance de ces élèves au sein de la communauté éducative. Si les textes préconisent l'accueil des élèves en situation de handicap en classe ordinaire, les résultats des recherches montrent que cet accueil ne mène pas toujours aux effets escomptés. Ces élèves sont parfois isolés, rejetés et les enseignants peuvent rencontrer des difficultés pour prendre en compte ce type de diversité. Quels sont les freins rencontrés dans le développement de la participation sociale des élèves en situation de handicap? Quelles sont les stratégies pédagogiques utilisées par les enseignants pour gérer cette diversité? Comment développer des relations positives entre ces élèves et leurs pairs ordinaires? L'enjeu de cette partie réside dans l'analyse de la participation et de l'acceptation sociale des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, et dans l'identification des conditions favorables au développement de relations positives entre pairs. La deuxième partie de cet ouvrage interroge les effets et la prise en compte de la diversité des groupes sociaux d'appartenance des élèves, genre, filière scolaire, caractéristiques ethniques, milieu socioculturel. L'école constitue un terrain privilégié pour étudier ce type de diversité car elle accueille en son sein des élèves issus de groupes différents. L'inclusion se caractérise ici par des relations équitables et harmonieuses entre groupes. Cependant, sous l'effet de la hiérarchie des statuts des groupes d'appartenance, les relations intergroupes peuvent donner lieu à des stéréotypes, des préjugés et des discriminations. Quel est le poids des stéréotypes sur les performances et les relations sociales des élèves? Comment les atténuer? Comment permettre à des élèves issus de groupes différents de construire un sentiment d'appartenance commune? Cette partie vise à identifier les effets de la diversité des groupes d'appartenance des élèves et à mieux comprendre l'origine des inégalités et des rejets pouvant résulter des relations intergroupes. Elle vise également à mettre en évidence les leviers pédagogiques susceptibles de lutter contre les préjugés et les discriminations, afin de promouvoir une école inclusive fondée sur l'équité et un sentiment d'appartenance commune. Enfin, la dernière partie questionne la pluralité des motifs d'agir et les inégalités d'engagement scolaire des élèves dans l'optique d'une inclusion fondée sur la prise en compte de la singularité et l'engagement de tous. Pourquoi certains élèves s'engagent-ils dans les situations scolaires alors que d'autres sont passifs et parfois même décrochent? Dans quelle mesure les relations entre l'enseignant et les élèves sont-elles susceptibles d'atténuer ces inégalités d'engagement? L'enseignant doit-il imposer les mêmes règles et situations à tous les élèves, ou au contraire favoriser leur autonomie? Cette partie prend notamment appui sur les théories de la motivation, afin d'envisager le rôle joué par la comparaison sociale entre élèves, et par le type d'autorité adopté par l'enseignant dans l'engagement de tous. Elle tentera également d'identifier les leviers permettant de transformer le style de l'enseignant vers une plus grande prise en compte de la diversité des élèves. Inclusion des élèves en situation de handicap, vers une participation sociale comme et avec les autres. Un élève âgé de 4 ans ayant des troubles du spectre autistique, TSA, est inclus à l'école maternelle en classe de petite section. En début d'année scolaire, au moment de l'accueil, cet enfant déambule de manière solitaire dans la classe alors que les autres jouent avec leur père dans différents ateliers. Il cherche parfois l'attention d'autres enfants mais ses appels restent souvent sans réponse. L'enseignante tente de l'inciter à participer aux activités proposées, mais ces tentatives provoquent la fuite de l'enfant. Cette observation menée lors d'une recherche sur l'inclusion à l'école maternelle, André et al., 2015, révèle que l'accueil d'un élève en situation de handicap en classe ordinaire n'est pas une condition suffisante pour favoriser une inclusion relationnelle fondée sur la participation de tous et la construction de relations positives avec les pairs. Quels sont les effets psychosociaux de l'accueil d'un élève en situation de handicap dans une classe ordinaire? Quels sont les freins et les leviers au développement de la participation et de l'acceptation sociale de ces élèves? L'enseignant doit-il les soutenir ou au contraire favoriser leur autonomie? Peut-on identifier des profils d'accueil qui aideraient les enseignants à analyser et à ajuster leur stratégie en vue d'une réelle inclusion relationnelle de ces élèves?
Depuis la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les enseignants de l'école française sont amenés à accueillir des élèves au handicap variés dans leur classe: mental, sensoriel, moteur, troubles envahissants du développement, autisme, troubles des fonctions cognitives, dyslexie, dyscalculie. En 2015, 278 978 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2006, ministère de l'Éducation nationale, Direction générale de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2017. Parmi ces élèves, 160 043 étaient scolarisés au sein du premier degré et 118 935 étaient accueillis dans le second degré. Conformément à la loi de 2005, les principes d'accessibilité et de compensation sont à mettre en œuvre au sein de l'institution scolaire afin d'inclure les élèves en situation de handicap. L'accessibilité désigne la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous. Lorsque l'accessibilité mise en œuvre dans la structure ne suffit pas, des aides spécifiques sont pensées de manière à compenser les limitations dues au handicap. La compensation se définit par l'aide à une personne subissant des altérations substantielles et durables dans son état physique, intellectuel ou psychique, afin d'améliorer les activités de la vie courante et de la vie sociale. Il s'agit de réponses apportées à la perte d'autonomie. Aide humaine comme l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH, transport adapté. Plusieurs modalités de scolarisation sont proposées aux élèves reconnus handicapés par la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Si certains élèves suivront une scolarité ordinaire avec quelques aménagements, d'autres bénéficieront de l'appui d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS. Les ULIS accueillent des publics spécifiques, les ULIS TFC, troubles des fonctions cognitives, les ULIS TFA, troubles des fonctions auditives et les ULIS TFM, troubles des fonctions motrices. Toutefois, en réalité, l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école n'est pas sans poser des difficultés, notamment sur le plan de la gestion de la différence et des relations qu'ils peuvent entretenir avec leurs pairs. En effet, la réalité et la complexité de l'inclusion des élèves en situation de handicap font naître de nombreuses interrogations et parfois même des réticences chez les enseignants quant à sa mise en œuvre pratique et à ses effets concrets. L'objectif de cette partie est ainsi de mieux comprendre le processus d'inclusion relationnelle. Une attention particulière est portée sur l'école maternelle car les relations entre pairs sont très importantes à cette période et les études y sont rares. Janner-Raimondi et Bédouin, 2016. Cette partie se propose tout d'abord d'identifier les effets psychosociaux de l'accueil des élèves en situation de handicap en classe ordinaire. Ensuite, les obstacles et les leviers à l'inclusion relationnelle de ces élèves seront analysés. Enfin, une conception dynamique et flexible de l'inclusion sera proposée, débouchant sur des perspectives en matière de formation des enseignants. Effets psychosociaux de l'inclusion des élèves en situation de handicap. Plusieurs indicateurs sont utilisés par les chercheurs afin d'identifier les effets psychosociaux de l'inclusion. Ils portent notamment sur la participation, sur les relations entre pairs et sur l'estime de soi. Ces derniers varient en fonction de l'âge des enfants inclus. Des indicateurs comportementaux sont d'abord utilisés lors de la petite enfance. Puis des outils sociométriques et des questionnaires sont employés lors de l'enfance et de l'adolescence. La participation sociale, un indicateur clé de l'inclusion lors de la petite enfance. Le principal argument en faveur de l'inclusion lors de la petite enfance est que les enfants en situation de handicap peuvent bénéficier au niveau développemental d'une participation sociale avec les pairs ordinaires. Pour Odom et Bellet, 2001, la participation sociale concerne à la fois l'engagement dans les tâches proposées et le développement de relations positives avec les pairs. D'une part, le degré d'engagement de l'élève inclus est un bon indicateur de la qualité de l'inclusion car il constitue une condition de l'apprentissage. Cet engagement dans les tâches proposées peut être actif, passif, observation ou absent. Comme le remarquent Kishida et Kemp, 2006,
Ce degré d'engagement est un indicateur pour les chercheurs mais également pour les praticiens qui peuvent modifier les activités en fonction de ce dernier afin de maximiser les apprentissages. D'autre part, les relations avec les pairs sont également étudiées afin d'identifier les effets de l'inclusion. Les relations entre pairs sont particulièrement importantes dans le développement social, émotionnel et cognitif des jeunes enfants, Hartup, 1996. En outre, le développement de relations positives entre pairs apparaît comme un facteur préventif aux conduites à risque, isolement, dépression, agressivité, et constitue une préoccupation très importante des parents de jeunes élèves en situation de handicap lorsqu'ils sont inclus en classe ordinaire, Overton et al., 2002. Plus précisément, ces relations peuvent renvoyer à 3 niveaux d'analyse, groupal, dyadique et individuel, Guralnik, 1999. Tout d'abord, au niveau groupal, ces relations entre pairs se traduisent par la participation des élèves inclus aux activités collectives proposées. Cette participation varie en fonction des exigences sociales placées sur les partenaires de jeu. Le jeu solitaire correspond à l'absence d'exigence. Puis, une exigence un peu plus élevée est le jeu parallèle dans lequel l'enfant joue à côté des autres. Enfin, dans le jeu interactif, l'enfant joue avec les autres, jeu associatif ou jeu de groupe. Ensuite, un autre aspect de la participation sociale est la quantité et la qualité des interactions dyadiques de l'élève inclus. Plus l'élève en situation de handicap interagit positivement avec ses pairs, plus la qualité de l'inclusion est bonne. Cette relation dyadique peut déboucher sur l'amitié qui constitue une relation élective et durable. Enfin, afin de parvenir à participer dans le groupe de pairs et à interagir positivement avec les autres, l'enfant doit posséder un répertoire d'habiletés sociales, LAD 2005. Ces dernières jouent un rôle majeur dans l'établissement des interactions entre pairs à l'école maternelle et dans l'adaptation ultérieure des enfants. Celles-ci peuvent être définies comme des comportements émis par les individus qui permettent l'établissement et le maintien d'interactions sociales positives, qui dépendent du contexte et qui préviennent plusieurs difficultés à long terme. Ces comportements socialement acceptables permettent ainsi de communiquer efficacement. Pour LAD, 2005, l'apprentissage de ces habiletés constitue un enjeu développemental important de la scolarisation des enfants de 3 à 5 ans. Plusieurs catégories d'habiletés sociales peuvent être distinguées. Les habiletés permettant d'établir des relations positives avec les pairs, prendre contact, offrir de l'aide, proposer des idées. Les habiletés d'autocontrôle, contrôle des émotions et du comportement. Les habiletés en relation avec le respect des règles et l'attention. Les habiletés de coopération, partage, entraide. Et les habiletés d'affirmation, initier les activités, inviter les autres, complimenter. À l'école maternelle, ces habiletés sociales sont grandement valorisées et constituent un des domaines d'apprentissage dans le cadre du devenir élève et vivre ensemble. Elles s'apprennent par le processus naturel d'observation et d'interaction avec les pairs, Odom et Bellet, 2001. L'acceptation sociale. L'acceptation par les pairs constitue également un indicateur de la qualité de l'inclusion des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, car elle témoigne d'une appartenance à la classe et plus largement à la communauté éducative. Paquet, Forget et Giroux, 2010. L'acceptation est une notion intervenant au sein d'un groupe qui est proche de celle de popularité. Celle-ci est principalement mesurée par des outils d'évaluation sociométrique, lors desquels les élèves sont amenés à évaluer leur degré de sympathie ou de rejet à l'égard de chacun des autres membres de la classe. Frederickson et Furnham, 1998. 2 grands éléments qui constituent l'acceptation sociale sont mesurés. La visibilité au sein du groupe de pairs et la préférence sociale qui correspond au degré d'acceptation ou de rejet de la part des pairs dans un groupe. À partir de cette méthode, plusieurs statuts sociométriques peuvent être identifiés. A. Les populaires sont visibles et fréquemment évalués positivement et peu négativement. Ils sont perçus comme étant sociables, coopératifs et réussissant à gérer et à résoudre les conflits. B. Les rejetés sont visibles et fréquemment évalués négativement et peu positivement. Ils présentent davantage de comportements agressifs et sont critiques envers les pairs. Ils attribuent souvent des intentions hostiles aux autres et sont davantage isolés que les élèves appartenant aux autres statuts. C. Les controversés reçoivent à la fois des évaluations positives par certains et négatives par d'autres.
Ils manifestent successivement des comportements sociables et des comportements agressifs. D. Les négligés sont peu visibles et sont souvent en retrait. Ils rapportent en général une mauvaise opinion de leurs compétences sociales. Et E. Les moyens reçoivent une évaluation caractérisée par un équilibre entre les évaluations positives et négatives. En raison de sa valeur prédictive, plusieurs chercheurs comme Bernd et Ladd, 1989, suggèrent d'utiliser le statut sociométrique, en particulier celui de rejeté, qui est le plus stable au cours du temps, comme moyen de dépistage d'enfants à risque nécessitant des interventions particulières. Plusieurs facteurs de popularité ont été mis en évidence chez les grands enfants et adolescents, qui diffèrent en fonction du sexe. Les garçons populaires sont ceux qui montrent des compétences sportives élevées, qui sont capables d'interagir positivement avec les autres et qui savent se montrer durs, alors que les filles populaires sont celles qui sont perçues comme ayant une apparence physique agréable, qui ont de bonnes habiletés sociales et des bons résultats scolaires. Plusieurs études menées dans différents pays ont montré que les élèves en situation de handicap étaient moins bien acceptés et davantage rejetés que les autres élèves. En ce sens, ils sont dotés d'un statut sociométrique plus bas que leurs pairs, Goodwin et Watkinson 2000, Place et Hodge 2001, Piercy, Wilton et Townsend 2002. Par exemple, Place et Hodge 2001 ont étudié les interactions sociales d'élèves en situation de handicap physique durant un cycle d'éducation physique et sportive, et en classe de 4e. Les résultats ont mis en évidence que les interactions des élèves en situation de handicap avec les pairs ordinaires étaient rares et qu'ils étaient davantage rejetés. Dans des études qualitatives, Goodwin et Watkinson 2000 ont révélé que les adolescents qui présentaient des handicaps moteurs sévères se sentaient souvent isolés quand ils étaient inclus en milieu ordinaire. Les études de Piercy, Wilton et Townsend 2002 ont indiqué que les élèves de primaire ayant des troubles d'apprentissage faisaient davantage partie de la catégorie des rejetés que les autres. Enfin, les travaux de Guralnick, 1999, ont montré que les élèves de 5-6e ans ayant des handicaps légers étaient davantage rejetés que les autres élèves. Même si les handicaps sont divers, plusieurs interprétations de cette faible acceptation peuvent être avancées. Tout d'abord, la capacité à interagir et à communiquer positivement avec autrui, qui est un facteur d'acceptation, fait parfois défaut à certains élèves en situation de handicap qui présentent un déficit au niveau des habiletés sociales. C'est notamment le cas des élèves ayant des TSA, des troubles comportementaux ou des troubles d'apprentissage. De plus, la faible compétence sportive perçue chez les élèves en situation de handicap physique peut également contribuer au rejet de la part de leurs pairs et à leur isolement social. Paquet, Forget et Giroux, 2010. Ensuite, les stigmates physiques qui sont parfois présents chez les élèves en situation de handicap sont peu compatibles avec les normes d'apparence physique qui sont un facteur important de popularité chez les adolescentes et peuvent ainsi conduire à des rejets. Par ailleurs, les élèves ayant des troubles d'apprentissage présentent parfois des résultats scolaires pouvant nuire à leur popularité. Enfin, certains stéréotypes qui pèsent sur la catégorie des handicapés constituent un obstacle à l'acceptation de ces élèves dans les classes. En effet, les élèves en situation de handicap sont généralement perçus comme étant moins sociables et moins intelligents. Diff, Guimond, Martineau et Redersdorf, 2001. Les relations amicales qui se nouent entre les élèves en situation de handicap et leurs pairs constituent un autre indicateur de l'inclusion. Cette dimension est particulièrement importante à l'adolescence, qui est une période pendant laquelle les amis sont essentiels dans la construction identitaire. Cartron et Winnie Kamen, 1995. L'amitié correspond à une relation intime, élective, réciproque et durable entre deux individus. Maisonneuve et Lamy, 1993. À l'adolescence, les garçons valorisent souvent la ressemblance sur le plan des activités physiques, caractéristiques valorisées chez le groupe masculin, dans le choix de leurs amis, alors que les filles sont davantage sensibles aux caractéristiques liées à la popularité, à l'apparence physique et aux traits de personnalité, caractéristiques valorisées pour le groupe féminin. Les études menées à différentes périodes de la scolarité montrent que les élèves en situation de handicap inclus en milieu ordinaire ont moins d'amis en moyenne que les autres élèves et sont moins invités aux fêtes d'anniversaire. Paquet, Forget et Giroux, 2010. Plusieurs interprétations en lien avec les facteurs du développement des relations amicales
sont fournis. Tout d'abord, certains élèves en situation de handicap sont clairement catégorisés comme différents. L'effet d'homophilie est donc peu présent. De plus, la similitude de goût et d'intérêt est compromise avec des élèves en situation de handicap comme ceux ayant des TSA qui ont parfois des intérêts restreints. Enfin, ces élèves ont souvent un déficit au niveau des habiletés sociales qui nuit à la proximité fonctionnelle. Influence de l'inclusion sur l'estime de soi. La scolarisation en milieu ordinaire peut impacter l'estime de soi des élèves en situation de handicap. Cette dernière est définie comme la dimension évaluative de l'image de soi. Elle résulte de la construction identitaire que chaque individu élabore et construit en lien avec son environnement et avec autrui. L'estime de soi est considérée comme un concept multidimensionnel composé de plusieurs éléments se rapportant au domaine de vie, social, physique, scolaire. À partir de 5 ans, les enfants seraient capables de s'évaluer. Ces évaluations sont alimentées par les comparaisons qu'ils peuvent effectuer avec différents pairs et adultes qu'ils côtoient, notamment à l'école. Dans cette optique, cette dernière serait un lieu privilégié pour la construction de l'estime de soi. Les résultats se rapportant à l'évaluation de l'estime de soi des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire tendent à montrer une dégradation de cette dernière. Les études de Pierre Humbert, Zanon, Koertchikaloff et Plancherel, 1988, menées auprès d'élèves de 9 à 13 ans en Suisse, ont montré que l'estime de soi dans le domaine scolaire des élèves scolarisés en milieu spécialisé était plus élevée que celle des élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés dans des classes ordinaires. Les recherches plus récentes de Mayano, Nino, Morin et Billard 2007, en France, ne montrent aucun effet positif du rassemblement d'élèves en situation de handicap avec leurs pairs ordinaires sur leur estime de soi. Plusieurs interprétations ont été avancées. La première est liée à la pédagogie de la réussite utilisée par les maîtres spécialisés dans les classes adaptées, qui s'appuie sur une valorisation de la réussite, une minimisation des échecs à travers une diminution des exigences. Cette pédagogie pourrait amener les élèves en situation de handicap à construire une image positive, et parfois même irréaliste de leurs compétences scolaires. De plus, les élèves scolarisés dans les classes spécialisées sont regroupés avec des élèves qui leur ressemblent. Des caractéristiques communes avec l'endogroupe pourraient permettre une réassurance et une valorisation. Enfin, comme le met en évidence Dezombre, 2011, cette dégradation de l'estime de soi pourrait être due au processus de comparaison sociale. En effet, les comparaisons descendantes, c'est-à-dire les comparaisons avec une personne qui réussit moins bien que soi, permettent de rehausser l'estime de soi. En revanche, les comparaisons ascendantes, dans un contexte menaçant avec des membres de l'exogroupe, élèves dits ordinaires, provoqueraient une baisse de l'estime de soi. En effet, cette comparaison défavorable serait perçue comme une preuve de la véracité du contenu des stéréotypes. Obstacle à l'inclusion relationnelle des élèves en situation de handicap. La partie précédente a mis en évidence que les bénéfices de la scolarisation des élèves en situation de handicap en contexte ordinaire n'étaient pas automatiques. Cette deuxième partie vise à identifier les obstacles susceptibles d'affecter la qualité de l'inclusion. Ces derniers peuvent être liés à l'enseignant, aux facteurs contextuels, aux modalités pédagogiques utilisées et aux caractéristiques des élèves inclus. Attitude des enseignants vis-à-vis de l'inclusion. L'attitude positive de l'enseignant vis-à-vis de l'inclusion représente un élément majeur, régissant le succès de celle-ci. En effet, il a été montré que l'attitude positive des enseignants envers l'inclusion était un facteur de sa qualité plus important que les compétences des enseignants et les ressources disponibles, Pierce, 2009. Comme l'affirment Tan et Watlin, 2014, il ne suffit pas d'adopter des lois pro-inclusives pour que cette dernière soit effective. Encore faut-il que les enseignants présentent des attitudes et des dispositions favorables envers l'accueil des élèves en situation de handicap dans leurs cours. Comme l'indique Tremblay, 2010, la résistance des enseignants à l'inclusion semble être l'un des aspects les plus difficiles de la mise en œuvre d'une politique scolaire inclusive. En effet, l'inclusion continue de susciter un scepticisme chez certains enseignants qui ont des difficultés à répondre aux exigences des programmes lorsque leur classe est composée d'une trop grande diversité.
Cette idée est confirmée dans une revue de littérature récente qui indique que la majorité des enseignants ordinaires de primaire ont une attitude négative ou neutre vis-à-vis de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers, de Bourg, Peil et Minart, 2011. L'attitude peut être définie, en psychologie sociale, comme une disposition à réagir de façon favorable ou défavorable à un objet particulier ou à une classe d'objets. Elle est formée d'un ensemble de croyances et caractérise l'état interne d'un individu qui le prédispose à faire une évaluation dans un contexte donné, qui à son tour, influence les comportements ultérieurs de l'individu, Doise 1982. Les croyances liées à la fragilité et à la différence des élèves en situation de handicap incapables de se conformer à la norme scolaire pourraient engendrer des attitudes négatives vis-à-vis de l'inclusion et des craintes à son égard. En effet, la scolarisation à temps partiel, voire très partiel, et ou la réticence à accepter l'élève en classe en l'absence d'un auxiliaire de vie scolaire individuel, pourrait témoigner de cette crainte, rapport de l'Inspection générale sur les discriminations 2015. Plusieurs variables intrinsèques et extrinsèques aux enseignants qui pèsent sur les attitudes vis-à-vis de l'inclusion ont été identifiées, Tremblay 2015. Parmi les variables intrinsèques aux enseignants, le sentiment de compétence de ces derniers est considéré dans la littérature scientifique comme la plus importante. En effet, les enseignants qui manifestent les plus hauts niveaux de compétences perçus dans le domaine de l'enseignement aux élèves en situation de handicap dans leur classe sont ceux qui adoptent les attitudes les plus positives vis-à-vis de l'inclusion et qui la considèrent comme un challenge professionnel intéressant à relever. Les enseignants ayant participé à des formations sur l'adaptation scolaire ont également montré des attitudes plus positives que ceux n'ayant pas reçu cette dernière, de Bourg, Peil et Minart, 2011. Concernant d'autres variables, comme le sexe ou l'âge des enseignants, les résultats sont moins tranchés. Toutefois, il a été montré un effet du sexe sur les attitudes vis-à-vis de l'inclusion en fonction du type de handicap, Tremblay 2015. Ainsi, les résultats ont montré que les enseignantes rapportent des attitudes plus positives à l'égard des élèves ayant des troubles d'apprentissage ou une déficience intellectuelle que leurs homologues masculins. En revanche, aucun effet du sexe n'a été trouvé sur les attitudes envers d'autres types de handicap. En outre, les enseignants plus jeunes auraient des attitudes plus favorables envers l'inclusion que leurs collègues plus anciens du fait de leur sensibilisation pendant leur formation initiale à cette problématique. Concernant les variables extrinsèques, celles-ci concernent principalement le niveau scolaire et le type de handicap. Tout d'abord, les enseignants du primaire semblent plus favorables à l'inclusion que ceux du secondaire, Mastropieri et Scruggs, 2001, Sharma, Forlin et Esperluette-Lorman, 2007. Ces derniers rapportent notamment que l'inclusion d'élèves à besoins éducatifs particuliers est susceptible d'avoir un impact négatif sur le niveau des élèves, et que tous ne peuvent pas être scolarisés en classe ordinaire. Certains enseignants pensent notamment que les élèves en situation de handicap peuvent les absorber en monopolie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.